Ouh, j'espère que vous êtes bien assis, confortablement installés, parce que je vous assure que le menu de ce manga vorace, il est masterclass. Au sommaire, découverte du tome 1 Genesis, découverte du tome 1 La dresseuse sans étoiles parcourt le monde et récolte des déchets, lecture coup de poing des tomes 9, 10, 11 et 12 de Baki, de la hard SF gigantesque avec son édition de luxe Abara, et de la stratégie pour un manga que l'on attendait, oh oui on l'attendait, Boko Stratège générique. Alors on va démarrer ce manga vorace avec la dresseuse sans étoiles parcourt le monde et pour récolter des déchets, c'est important, c'est écrit là. Et oui, parce que vous savez, nous sommes aux éditions Meian et comme d'habitude pour un tome 1, nous avons au niveau de l'édition la petite ceinture, le petit obi, comme on dit au Japon, et avec pas mal d'informations écrites. Moi j'adore de plus en plus regarder ce qui est écrit là parce que c'est complètement pété à chaque fois. Vous imaginez ce titre, la dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. Une dresseuse de monstres sans talent entame un voyage en partant de zéro. Donc ça vous résume globalement ce que vous allez trouver à l'intérieur. Vous vous posez quand même pas mal de questions avec un titre comme ça. Une dresseuse, bon, alors une dresseuse de quoi? De monstres, d'animaux, de familiers, on sait pas trop, sans étoiles. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es cru dans Mario? Je sais pas. En tout cas, il n'y en a pas d'étoiles pour le goût. Parcours le monde, allez hop, c'est parti, on y va, en route pour l'aventure pour récolter des déchets. Mais quoi? Franchement, des titres comme ça, mais c'est bien joué parce que en vérité, moi ça me donne envie d'ouvrir et ça me donne envie de mais de quoi ça parle en fait? De quoi ça parle en vérité? Bon bref, on revient sur l'édition, vous avez quelques pages couleurs, vraiment c'est plutôt sympathique comme d'habitude, et puis bon après vous avez le manga bien sûr, et une petite partie romancée à la fin, et quand vous continuez, vous arrivez derrière et il y a encore quelque chose d'écrit, et alors là c'est là, mais là c'est l'apothéose. Découvrez son aventure aussi survivaliste que paisible, avec pour seul compagnon un slime ultra faible. Mais pourquoi? Bref, alors de quoi ça va nous parler justement? Eh bien, vous avez dans cet univers, donc univers héroïque fantasy, vous sentez le médiéval fantastique un petit peu, une ambiance vraiment RPG, une ambiance vraiment isekai dans un monde médiéval fantastique, ouais, quand même vous le sentez, où il y a de la magie avec un grain qui n'est pas sans rappeler The Unwanted Undead Adventurer ou très probablement Skeleton Knight in Another World, dont je n'ai pas encore tout à fait la lecture. Vous sentez un peu ce trait là où on est dans un autre monde. Le dessin vous le fait sentir, donc ça c'est bien parce que vous êtes accompagné dans un univers que vous ne connaissez pas, et comme tout isekai qui se respecte, l'héroïne va parler très souvent à la troisième personne, ça marche bien, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans les premiers tomes, je trouve ça bien, parce qu'en fait on est plongé dans un univers inconnu, passivement, et on suit le héros qui lui aussi est complètement largué là-dedans en fait. Donc on est deux, lui et nous, à ne pas du tout savoir où on met les pieds. Donc je trouve ça vraiment pas mal, ça marche bien je trouve comme système, comme combinaison, donc plutôt cohérent. Nous sommes donc dans un univers où manifestement il y a des étoiles pour les enfants qui sont décernées. Alors décerné, ce serait un don divin. Forcément, si vous avez plus d'étoiles, c'est un peu la classe, quoi. La notion d'égalité, liberté, fraternité, direct, ça tu mets ça de côté. Pour le coup, notre héroïne, elle a 0 étoile. Et forcément, puisque c'est un don divin d'en avoir, si vous en avez pas, c'est que ça représente très vraisemblablement une malédiction. Ce qui fait qu'elle n'est pas du tout acceptée, pas du tout appréciée, voire même si elle pouvait dégager, ce serait encore mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qu'elle va faire. Elle s'en va. Alors, elle s'en va assez jeune, puis elle est dans la forêt, elle vivote, elle apprend, et elle va chasser, se nourrir, c'est vraiment un côté slice of life dans un univers autre. Et c'est paisible, c'est doux. Si vous étiez dans un jeu vidéo, c'est exactement tout ce qui se passe dans un RPG quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas de combat, quand il n'y a pas de quête. Vous êtes dans ces univers, vous arrivez dans des villages, un peu comme dans Cocorico à Zelda, et puis vous allez voir les personnages, et puis d'un seul coup il faut aller chercher un chat qui s'est perdu, et puis il faut pêcher une truite, enfin vous allez comme ça, vous balader, et puis vous appréciez, il y a la petite musique child qui va avec, et ben là vous êtes dans cette ambiance là. On sent qu'il y a de la vie, on sent qu'il se passe autre chose, un peu comme dans Jikaharu d'ailleurs. Vous savez, vous êtes centralisé sur l'héroïne, mais vous savez qu'il y a un univers environnant autour, auquel vous n'avez pas accès, mais vous savez qu'il existe. Et là c'est pareil, vous savez que ça existe, mais c'est pas le propos. Vous avez notre héroïne qui va se dépatouiller comme elle peut, avec de la création de potions, avec, je vous ai dit, de la revente de viande, parce qu'elle va chasser un petit peu, et puis il se trouve qu'elle va faire la rencontre d'un slime. Alors c'est pas vraiment du spoil, parce qu'il est sur la cover, et en plus il est sur le petit obi du titre, sauf que ce slime est super faible, et que normalement elle n'est pas censée pouvoir le dresser. Ça va pas tout à fait se passer comme ça, je vous en dis pas plus. Moi, ma bonne surprise, ça a été de lire le titre du début à la fin,
fin en regardant s'il n'y avait pas le tome 2. Vous savez, des fois, Meian, ils sortent les 2 premiers tomes d'un coup. Et là, je me suis dit, attends, est-ce qu'il y a le tome 2 ou pas? Et non, non, parce que j'avais envie de lire le tome 2 en fait. Je m'étais laissé complètement porter dans ce petit moment de vie qui m'appartenait pas, complètement spectateur du truc, et me dire, bah, c'est pas mal du tout, moi j'ai envie de lire la suite. Donc c'est un manga que je vais conseiller. Ça fait son petit chemin et c'est plutôt agréable à lire. Vous savez quoi? Je le range avec les séries, hop, que je continue. Bon. On est tout à fait entre nous, je parle à voix basse pour pas que tout le monde nous entende, mais au cas où, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et partager, n'hésitez pas. Hein. Oui. Et on va rester dans l'univers paisible Slice of Life. De la baston avec Baki qui sont à l'envers, hop, bien joué quand même. Bref, lecture des tomes 9, 10, 11 et 12. Waouh, j'en ai des choses à dire. La première, c'est que c'est un manga que je conseille absolument et que si vous avez envie de vous lancer dans la série, n'hésitez pas à investir dans l'abonnement pour avoir les coffrets qui sont vraiment super qualitatifs et qui rendent hommage à un titre... ah ouais, c'est coup de poing. La seconde raison, c'est que les mangas en eux-mêmes, dans leur édition de luxe, sont juste impeccables, avec une prise en main géniale qui rendent hommage au dessin et vous avez une fluidité à la lecture. Je me répète, je l'ai déjà dit, oui, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement vrai. Cette sensation, elle est répétée à chaque fois, elle est générée à chaque fois que je lis un tome. C'est vraiment top. Bref, il faudrait que je remonte le temps et qu'on retrouve ce moment où je vous dis, c'est de la baston, ça enchaîne comme Kengan Ashura, mais je pressens qu'il y a un autre scénario, qu'il y a un autre background derrière, quelque chose d'un peu plus riche et d'un peu plus profond. Bingo. Alors oui, les combats s'enchaînent, bien sûr, on est là pour ça, et bien sûr que c'est ce qu'on a envie de lire. J'ai pas non plus envie de partir dans des trucs pas possibles. J'ai envie de lire un manga très popcorn de divertissement avec énormément de baston, et que ça s'enchaîne, et que ça se lise vite, et que ça se lise bien. Et c'est exactement ça. Vous n'avez pas forcément ce tournoi, comme c'était dès le départ le cas avec l'auteur qui nous proposait là dans les sous-sols du Tokyo Dome un tournoi un peu officieux, comme si il avait démarré son œuvre avec ce besoin de se rassurer. On va faire un tournoi, ça marche, c'est bien. Et en fait, il s'émancipe un peu de ça pour proposer autre chose et pour le coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Non pas que le tournoi soit pas bon, c'est vrai, mais bon, les tournois on connaît, il y en a plein. Et là, ça commençait par ça et finalement, hop, ça s'émancipe un petit peu. Et tant mieux, et je le sentais venir. Et donc, on va avoir un affrontement qu'on attend. Oui, on l'attend vraiment entre Baki et son père, en vérité, pour gagner son respect, pour gagner l'amour de sa mère. Bref, vous sentez le truc un peu torturé quand même au niveau familial. Et c'est là où je veux en venir. C'est très étonnant parce que dans Baki, vous avez Baki qui est donc le fils. Vous avez le père que vous voyez et que vous voyez combattre et qui manifestement est intouchable. Parce que souvent dans les shonen, vous voyez le père, il a l'air très très fort, mais soit il n'est pas là, soit il combat, mais bon, il se passe quelque chose. Là, c'est pas ça. Là, il est là, c'est assumé et il envoie du pâté. Et chose étonnante, et ben la mère, elle est là aussi. Et donc là, pour le coup, c'est très étonnant. Vous avez la famille et vous avez beau réfléchir, si vous cherchez des mangas shonen de baston, d'aventure, tout ça, avec la famille mère, père, enfant, ça court pas les rues quand même. Hein. Dans les exemples là, si vous en avez en tête, allez-y, mais il faut quand même bien se creuser la tête. Hein. En général, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est assez marrant, quoi. Et puis alors, ça envoie. Donc il s'entraîne, il va faire des rencontres en milieu hostile avec des adversaires qui ont l'air complètement pétés. Évidemment, chaque combat va amener le respect des uns des autres, puisque chacun s'est battu avec ses tripes, avec son cœur. Vous avez un dessin, alors là c'est la folie, parce que ce sont des combats très violents, avec des corps torturés à l'extrême, poussés à l'extrême, avec une caricature presque des muscles qui n'existent pas. Et Baki au centre est un peu l'équilibre de tout ça. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui sont très angulaires, qui sont presque déformés pour essayer de montrer leur toute puissance, d'autres qui sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus harmonieux dans les courbes. Baki, lui, il est entre les deux. Il a un juste équilibre de tout ça. Je pense que c'est pas anodin. D'ailleurs, son père aussi, de façon un peu plus acérée quand même, mais son père aussi est relativement harmonieux, là où les adversaires sont toujours un peu démesurés. Et je pense que c'est pas anodin, c'est vraiment pour montrer que ces deux personnages, qui sont très très forts, hein, ont trouvé un équilibre en fait, entre le corps et l'esprit, ont trouvé un équilibre dans la morphologie. C'est vraiment l'harmonie du tout qui prédomine. Oh, moi j'adore. Bon, en fait, vous savez quoi, mais en fait là, de pas avoir la suite, là, mais ça me... Et... Alors il y a quelques temps, j'avais fait la lecture estivale de Monkey Peak. Et là, ça y est, il y a les oreilles de quelqu'un qui vient de... Quoi C'est Koi Manga. S'il est là, d'ailleurs, ça y est, j'ai capté son attention. Lire Monkey Peak pendant l'été, ça marchait particulièrement bien, je trouvais. Et je me suis dit, pour cet été, il faudrait que j'en trouve un autre. Et bingo. Bingo, j'ai fait la découverte et la lecture
de Genesis, ce coup-ci avec son tome 1, édition Vega Dupuis, et nous sommes avec Koji Mori. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui va reprendre un peu la suite de Berserk, hein. Et puis, je crois que c'est également lui qui arrive très prochainement avec le manga Holy Land. Il se trouve que son autre œuvre auparavant, Suicide Island, je l'ai pas lu. Toujours est-il que j'ai un peu passé mon chemin pour ce titre, mais Genesis, j'avais envie de me laisser tenter, et comme j'ai trouvé le tome 1 vraiment, mais vraiment pas cher, allez, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, petite découverte. Il faut savoir que j'ai quelques a priori avec l'auteur, notamment les faciès des personnages. J'ai quand même... Puis alors là c'est pareil, quoi. Je sais pas où il a été compté les abdominaux et tout. Il faudrait lui expliquer 2-3 trucs sur le corps humain. Le faciès, ça va pas. Étonnamment, on s'y habitue très vite et étonnamment, ils sont meilleurs à l'intérieur, en noir et blanc et à l'intérieur du manga, que je trouve sur les covers en couleur. Pour ceux qui l'ont lu, si vous pensez un peu comme moi, là aussi, vous pouvez y aller en commentaire, pas de problème. Donc, Genesis, ça va nous parler d'un groupe d'étudiants en balade, comme ça, dans des montagnes, et puis d'un seul coup, ils vont se retrouver dans une grotte, faire la découverte d'une grotte préhistorique, avec des peintures rupestres, vraiment très très anciennes, et patatras, il y a un éboulement, bon, ils arrivent à sortir, et les voilà, à la préhistoire. Ils font la rencontre d'un tigre à dents de sabre, ils font la rencontre de mammouths, ils font la rencontre d'autres bestioles comme ça, de loups. Ils essayent de passer une première nuit et puis d'un seul coup, ils font aussi la rencontre. Ils observent en cachette, ils essayent en tout cas d'observer en cachette d'autres préhistoriques qui sont là. Notamment, je pense qu'on a affaire à de l'homo sapiens et du néandertal. Foutent un peu beaucoup sur la gueule. Et notre groupe là, bon, va essayer de survivre, hein, tout simplement. J'imagine que c'est comme ça pour la suite. Vous voyez où je veux en venir quand je vous disais que ça me fait penser à Monk Epic. C'est très divertissant, très popcorn, et vous lisez ça sans prise de tête. En fait, vous acceptez ce que vous êtes en train de lire. Vous savez que c'est n'importe quoi, mais vous acceptez vraiment ce que vous êtes en train de lire parce que, ouais, vous le savourez. Ça passe, et puis c'est pas si moche en fait, c'est pas si moche, c'est rythmé, ça se lit bien, ça passe bien, il n'y a pas trop de texte, mais ça enchaîne bien, il y a quand même quelques explications, mais il y a du rythme, et on tourne les pages avec plaisir, et oui, je vais continuer cette lecture. Oh oui. Oui, parce que moi j'aime bien ce genre de manga. Donc je sais plus, je crois qu'on est à 6 ou 7 tomes là actuellement. Bon voilà, ça en fait un. Ça va être une affaire vite pliée. Ça oui. On va enchaîner maintenant avec un manga, je dois bien le dire, que j'attendais. Parce que j'avais raté l'édition de l'époque fin années 90, début 2000. Et il faut dire que les covers me donnaient pas spécialement envie de les acheter, même quand on me disait que c'était pas mal. J'étais passé à côté. La réédition, elle est arrivée chez Vega Dupuis. Je parle de Boko Stratège. Direct, j'ai envie de vous dire, si vous aimez Kingdom, foncez. Mais foncez, il n'y a pas photo. J'ai envie de dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors Boko va se passer en Chine, environ 300 ans avant notre ère, avec la guerre entre les différents pays, chacun essayant d'imposer sa philosophie, sa doctrine, des guerres de territoire. Bon bref, vous connaissez, c'est pas comme si c'était nouveau. Et dans le même temps, durant cette période, vous avez différents courants philosophiques comme ça qui naissent, qui essayent de s'imposer ou d'exister, et une en particulier qui est le moïsme. Je vais revenir sur le moïsme dans quelques instants. Début de l'histoire, vous avez une grosse troupe d'hommes qui s'avance progressivement vers une ville. Alors vous savez, les villes en Chine, hop, il y a les grandes murailles, et puis à l'intérieur, bon, c'est un peu comme les châteaux chez nous, le donjon, le village, bon bref, cette ville-là va se faire assiéger, et ça représente un point stratégique pour pouvoir rentrer sur le pays et asseoir un peu plus sa domination manifeste. Cette ville-là, est-ce qu'elle va se défendre ou non? C'est un peu la question qui se pose. Le rapport de force est très déséquilibré, et puis un homme va arriver, c'est lui. Keri, K-E-R-I, je ne sais pas si je le prononce bien, ou Eric si vous voulez. Keri qui justement pratique le moïsme. Alors le moïsme, je vous avais dit, je vais revenir dessus, c'est une philosophie qui prône l'égalité entre les hommes et qui refuse la guerre. Donc il n'y aura pas d'action offensive de sa part. En revanche, ils ont développé énormément de savoir stratégique pour défendre les cités, pour défendre les territoires. Et donc va commencer dans ce premier tome, tout un ensemble de préparatifs des hommes, des armes, des lieux en eux-mêmes, donc de la ville, pour pouvoir défendre ce lieu et attendre les troupes ennemies en face qui sont, je sais plus, je crois, 15 ou 20 000, enfin bref, il y a un rapport de force qui est complètement déséquilibré. C'est palpitant à suivre, quoi, c'est savoureux. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je pense qu'en plus, ils vont remporter la victoire parce que ça s'appelle stratège et que le stratège il est là, c'est lui, c'est le héros principal. Donc j'ai envie de dire comment ça va se passer quoi. Et on n'a qu'une envie, mais vraiment qu'une envie, c'est de découvrir les événements stratégiques, les pions qui se placent là sur un échiquier ou sur un jeu de go comme vous voulez, c'est savoureux. Donc le manga au niveau du thème abordé, il est très sérieux mais étonnamment très léger et très fluide à lire. Ça se lit étonnamment bien avec
une petite pointe d'humour et de décaler un petit peu sur les faciès de certains personnages, même sur les traits des fois. C'est vrai que le trait parfois est assez particulier, mais tiens c'est marrant, c'est peu commun en fait comme façon de dessiner, des fois des yeux là, mais waouh et ça passe très très bien. C'est un manga qui fait un peu vieillot au niveau du trait, au niveau du découpage. Si vous êtes réticent avec ce genre de dessin, feuilletez-le, regardez un petit peu comment c'est fait, et si ça vous intéresse pas, reposez-le, mais ce serait une erreur, ce serait une grosse erreur, parce que la qualité intrinsèque de l'œuvre, mais elle est réelle, la qualité du scénario incroyable, et le dessin en vérité, il est très très bon. Sans compter ce petit humour, comme je vous le disais, très fin, qui ajoute une plus-value réelle à l'ensemble, ah bah c'est très bon, c'est très très bon, Boko, excellent. Là j'ai envie de dire, merci Vega d'avoir ressorti ce titre, et vivement la suite. Mais oui, suivant. Et on enchaîne avec le dernier titre de ce manga vorace, édition grand format de luxe. Oui, j'ai craqué, ça y est, j'ai passé le cap, j'avais envie de découvrir Tsutomu Nihei dans un grand format, avant de passer le cap, pourquoi pas avec Blême et pourquoi pas avec Biomega. Il s'agit de Abara. Abara, je connaissais déjà, j'avais eu les deux petits formats, ça claque. Ça claque, le format de luxe comme ça, il claque, il n'y a pas photo, ça envoie du steak, les dessins sont mais gigantesques, magnifiques, c'est génial, l'architecture là-dedans, mais vous êtes perdu, vous êtes tout petit, mais tout petit, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Il y a des doubles pages où vous partez, même quand vous avez de l'espace devant vous dans les dessins, vous avez l'impression que l'univers il est complètement oppressant, quoi. C'est des espèces de tuyaux là qui partent dans tous les sens. Ça me rappelle d'ailleurs la décharge dans Gum de c'est dessus là. Vous voyez ces tuyaux là, on sent le côté un peu malaisant, le côté torturé. Et ben là c'est pareil, vous avez une architecture complètement torturé, et vous savez plus où vous êtes, quoi. La vie, il n'y en a pas, il n'y a pas une fleur là-dedans, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien, quoi. C'est le chantier, quoi. Il y a des espèces de créatures qui se battent là, on sait plus trop ni comment ni pourquoi, en fait on a envie juste de les laisser tranquilles, oh là là, surtout moi je vous fous la paix. C'est labyrinthique au niveau de l'architecture, effectivement c'est gigantesque et vous vous sentez tout seul là-dedans, mais au niveau de l'histoire aussi, parce que l'auteur est un peu perché, et parfois il est perché tout seul, c'est-à-dire que lui il fait passer des messages que je pense il n'arrive pas forcément toujours à comprendre lui-même, et nous on est un peu perdu là-dedans. Mais globalement l'histoire, si vous la cernez dans le détail, il y a des choses qui vous échappent, c'est clair. Et d'ailleurs à la fin du titre, vous avez l'auteur des années plus tard qui s'adresse à l'auteur au moment où il a fait l'œuvre et qu'il presque l'engueule, quoi. Tout simplement, on dit mais ça manque de précision, mais ça on sait même plus pourquoi tu l'as fait, mais là ça arrive de nulle part. Et c'est vrai, il y a quelques ellipses là-dedans des fois, et on dit mais je comprends plus, je sais plus, je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à faire le lien des fois. Pourtant c'est bien, on en redemande. Hein. Ouais, moi j'en redemande, je l'ai lu bien, les dessins sont oppressants, sont captivants, vous avez l'impression d'être drogué par Tsutomu Nihei, quoi. Vous plongez dans le truc et puis vous allez jusqu'à la fin. Et à la fin vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ça, hein. Abara, méfiez-vous, c'est du Tsutomu Nihei, c'est de la hard SF, pas sûr que vous appréciez. J'aurais envie de vous conseiller Blême d'abord, dans tous les cas. Voilà, c'est la fin de ce manga vorace, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, oui, comme d'habitude, rendez-vous vendredi prochain, lisez plein de mangas, et moi je vous dis... Manga!